it's just me and you. Bonjour à tous. Maintenant qu'on a vu ensemble les deux méthodes à connaître sur ce chapitre, on va faire ensemble des exercices corrigés du plus facile au plus difficile, toujours avec l'ABC du bac de Nathan. On commence tout de suite avec le premier exercice qui va porter sur des questions de cours. Je te laisse découvrir la première question. Tu t'es trompé. Dans un noyau, seuls les protons sont chargés et ils sont chargés positivement. Les neutrons sont neutres. On passe à la question suivante. Mauvaise réponse. Le nombre de noyaux radioactifs est divisé par 2 au bout d'une demi-vie, comme on l'a vu dans les méthodes. On passe à la question suivante. Mauvaise réponse. Il fallait trouver le carbone 14 qui a 6 protons et 14 nucléons. N'oublie pas les lois de conservation de la matière dont on a parlé dans la vidéo de cours. Tu dois avoir le même nombre à gauche et à droite. Comme tu le vois, à gauche, on avait 14 plus 1 égale 15 nucléons. On en voulait donc 14 sur le X pour que ça donne 15 à droite aussi. À gauche, on avait 7 protons, on en volait donc 6 à droite pour en avoir 7 au total. Si tu regardes dans un tableau périodique, tu vois que l'atome qui a 6 protons, c'est le carbone. Il s'agissait donc de l'atome de carbone. On passe à l'exercice 2. Dans ce deuxième exercice, on aborde un exercice type contrôle continu qui parle de sécurité. Bienvenue mon petit Novel, dans le deuxième exercice, on va lire l'énoncé ensemble. Pour mesurer la concentration en radon dans une pièce, on prélève 120 ml d'air qu'on place dans une fiole où l'on a préalablement réalisé un vide partiel. La fiole est ensuite placée dans un détecteur qui compte le nombre total ND de désintégration alpha qu'on attribuera au seul radon 222, qui est donc le noyau radioactif. La durée de chaque comptage est ΔT égale 500 secondes. On relève les mesures suivantes, donc qui est exactement le tableau qu'on a vu précédemment et dans les méthodes. ND qui est le nombre de noyaux radioactifs et la date, donc c'est-à-dire l'évolution du temps sur la deuxième ligne. Alors la première question, c'est de tracer la courbe donnant ND égale F de T. La première étape donc est de tracer les axes du repère qui va nous permettre de tracer notre courbe. Cette courbe qu'on nous demande de tracer va représenter le nombre d'atomes en fonction du temps. C'est donc la courbe de décroissance radioactive du radon 222. On n'oublie pas de bien écrire le titre de notre graphe ainsi que les axes, le temps ici, et ici le nombre d'atomes radioactifs. Alors ensuite, il faut échelonner intelligemment nos axes. On sait que la date est en jours, ici on va le préciser, et qu'elle va de 0 à 9. On sait donc que la première valeur ce sera 0 et qu'on va aller jusqu'à 9. On place donc les deux valeurs extrémales pour ensuite répartir intelligemment les valeurs sur notre axe. Et pour l'axe des ordonnées, on voit qu'on va au maximum à 73. On peut donc placer ici 75, descendre jusqu'à 0 et répartir encore une fois équitablement. Donc on sait que le 50 va être environ ici et le 25 va se retrouver environ ici. On peut découper notre axe en 3 avec 3 repères de référence. À partir de là, on va pouvoir placer nos points. Donc on sait que lorsque le temps vaut 0 ici, on va avoir une valeur de 73 en ordonnée. On va donc se placer juste en dessous de 75 et on aura ici notre premier point qui correspond aux coordonnées indiquées par la première case de notre tableau. On va passer à la suite. En 1, on en a 59. On va donc se placer juste au-dessus de 50 et en 1 pour placer notre deuxième point ici. On sait qu'en 2, on en a 51. On va donc se placer environ à 50 et tracer notre troisième point en 2. En 3, on sait qu'on est à 41, c'est-à-dire un petit peu en dessous de 50. Et en 3, on va donc se placer ici à 41. En 8, en 16 et en 9, en 14. Et on va pouvoir relier les points, car on doit tracer la courbe. Alors cette courbe, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais elle ressemble fort à une courbe de décroissance radioactive, comme on l'a vu dans le cours et dans les méthodes. Donc c'est plutôt rassurant. On va donc pouvoir passer à la question 2, que je vais te demander de faire toi-même.
Alors mon petit Novel, tu n'as pas réussi cette question, pas de problème, on va faire le corriger ensemble. On sait que le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié des atomes radioactifs se sont désintégrés. On sait qu'on a au départ 73 noyaux radioactifs, on en a donc 73, et je cherche la durée au bout de laquelle la moitié se sont désintégrés, c'est-à-dire 73 sur 2, la moitié, qui est égale à 36,5 noyaux radioactifs. Je cherche donc la durée au bout de laquelle il me restera 36,5 noyaux radioactifs. Je vais donc pouvoir me placer sur ma courbe de décroissance radioactive à 36,5. Donc j'essaye de le faire le plus précisément possible. Ça va correspondre environ à cette donnée. À cette donnée, je vais tracer une courbe horizontale. Et à l'intersection avec ma courbe de décroissance radioactive, je vais tracer la courbe verticale qui va me donner le temps correspondant. Alors on voit qu'ici mon point se place entre 3 et 4 et juste avant 4, je vais approximer ce point par 3,7 et donc je sais que mon temps de demi-vie, qui est la durée au bout de laquelle la moitié des atomes radioactifs se sont désintégrés, correspond à 3,7 jours, car ici mon échelle est graduée en jours. T1,5 est donc environ égal à 3,7 jours. Il n'y a aucun problème à ce que ce soit une valeur approchée, car la courbe de décroissance radioactive donne une estimation des choses, il n'y a rien de très précis, donc on peut, même si les tracés ne sont pas exacts, affirmer que le temps de demi-vie est environ égal à 3,7 jours. On va pouvoir passer à la question 3, que je te laisse faire toi-même, c'est parti. Alors mon petit Novel, tu n'as pas réussi cette question, mais il n'y a pas de problème, on va la faire ensemble, on va commencer par lire l'énoncé ensemble. Le premier jour, la concentration en radon 222 dans la pièce où l'on a effectué le prélèvement est-elle dangereuse? On sait que le seuil de précaution est de 400 désintégrations par seconde par mètre moins 3, et que le seuil d'alerte est de 1000 désintégrations par seconde par mètre moins 3. Donc comment est-ce qu'on va faire? On me demande de calculer une concentration. Donc là, on sortait un petit peu des notions pures de ce cours. Une concentration, il faut se souvenir d'après tes cours de seconde que c'est égal à N sur V, c'est-à-dire la quantité de matière sur le volume. Ici, il y a une troisième donnée qui va nous intéresser et qui était donnée dans l'énoncé au tout début de l'exercice. On sait que chaque comptage a une durée de delta T égale 500 secondes. Pourquoi est-ce que ça va nous intéresser? Car ici, on veut savoir si la concentration est dangereuse. Or, la concentration va dépendre du temps de mesure, du temps de comptage, de la durée de chaque comptage. On veut donc cette concentration en fonction du temps de comptage. Et donc, on va s'intéresser à cette donnée. C égale N sur V fois 1 sur delta T. C'est-à-dire qu'on veut la concentration au cours du temps, c'est-à-dire en fonction du temps, donc 1 sur delta T. La formule finale va donc être C égale N sur V fois delta T, comme ceci. On peut donc maintenant passer au calcul, réaliser l'application numérique. N, qui va nous intéresser, c'est le N du premier jour, car l'énoncé te demandait de déterminer la concentration au premier jour. On va donc s'en placer à la date 0. La concentration N correspondant est 73 sur delta T, la durée de comptage, qui est égale à 500 secondes, comme dit dans l'énoncé, fois ici le volume. Et le volume, on dit dans l'énoncé qu'il est égal à 120 millilitres d'air. Alors ici, on va s'intéresser rapidement aux conversions. On a des données qui sont données en mètres moins 3, comme tu peux le voir ici, et pas en litres. On va donc devoir convertir les millilitres que tu as vu dans l'énoncé juste au-dessus en mètres moins 3. La conversion qu'il faut absolument retenir et absolument connaître, c'est 1 litre égale 10 puissance moins 3 mètres cubes. Or ici, on a 1 millilitre, c'est-à-dire 1000 fois moins. On aura donc 10 puissance moins 6 mètres cubes. Ici, je vais donc écrire mon volume comme étant 120 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes, car on avait 120 millilitres. Alors ce calcul, je peux le faire sans aucun problème à la calculatrice. Je vais poser 73 sur 500 fois 120 fois 10 puissance moins 6, ce qui me donne environ 1216,7 désintégrations par seconde par mètre moins 3. Ici, on en a donc 1216,7 désintégrations par seconde par mètre moins 3, et le seuil d'alerte est à 1000 désintégrations par seconde par mètre moins 3. On est donc au-dessus, et la concentration est dangereuse. J'espère que tu as bien compris cette question, n'hésite pas à la revoir si tu as un doute, ou à poser ta question sur les forums Novel Class, et on va tout de suite passer à la question suivante que je te laisse faire par toi-même. C'est parti.
Alors là, mon petit Novel, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que le premier jour, la concentration est dangereuse. On va donc s'intéresser au jour suivant. On sait que la concentration, grâce à la courbe de décroissance radioactive, diminue au cours du temps. On va donc s'intéresser à la concentration les jours suivants pour voir à quel moment elle passe sous le seuil d'alerte. On va donc commencer par le jour 2, car pour le jour 1, on a déjà fait le calcul. On va poser exactement le même calcul au jour 2, égal à n sur v fois delta t. N au jour 2, ici, est égal à 59, comme tu peux le voir ici. On va donc poser 59. Le volume, c'est toujours le même, 120 fois 10 puissance moins 6, fois, et le temps de comptage, la durée de chaque comptage, est toujours de 500 secondes. On peut réaliser ce calcul à la calculatrice, et on se retrouve avec 983,3 des intégrations par seconde moins 1 par mètre moins 3. Et tu le vois qu'ici, on est passé en dessous des 1000 du seuil d'alerte qui était de 1000. Donc, on peut dire que la concentration n'est plus dangereuse à partir du jour 2. On a donc fini cet exercice. N'hésite pas à le revoir pour bien t'entraîner. Et si c'est bon pour toi, on va passer à l'exercice suivant. Ça y est pour le deuxième exercice, on passe tout de suite au troisième exercice qui est un exercice type contrôle continu en première. On va parler ici de datation grâce à la courbe de décroissance radioactive. C'est parti, l'énoncé va apparaître juste à droite sur novelclass.com. Exercice 3, cette fois on va dater une roche grâce à la courbe de décroissance radioactive. Une roche qui contenait au départ 1 million de noyaux radioactifs en contient aujourd'hui 125 000. Voici la courbe de décroissance radioactive de ces noyaux, estimer l'âge de la roche. Alors tu le vois, je t'ai réalisé une courbe de décroissance radioactive. Comme tu peux le voir ici, elle n'est pas exprimée en fonction du nombre d'atomes, elle est exprimée en fonction du ratio du nombre d'atomes entre les différents âges de la roche. On part avec 100% d'atomes radioactifs, comme tu peux le voir, et puis au cours du temps, ce pourcentage diminue jusqu'à se rapprocher, jusqu'à tendre vers 0. Voici la correction détaillée. Alors si tu ne sais pas trop par où commencer, je t'invite à vraiment analyser l'énoncé. On te demande de déterminer l'âge de la roche. On va donc s'intéresser au temps. Et une chose qu'on fait très souvent avec les exercices sur la datation et sur la courbe de décroissance radioactive, c'est tout d'abord de déterminer le temps de demi-vie. On va donc commencer par déterminer ce temps de demi-vie qui est, comme tu le sais maintenant, la durée au bout de laquelle la moitié des atomes radioactifs se sont désintégrés. Au début, on en a 100, on va donc descendre à 50 pour en avoir la moitié. À 50, je vais donc tracer une courbe horizontale et à l'intersection avec la courbe de décroissance radioactive, je trace une courbe verticale. Cette courbe verticale coïncide avec un point qui est légèrement au-dessus de 5000. On est ici entre 5000 et 10 000, on peut donc estimer ce temps de demi-vie à 6000, et comme tu peux le voir, 6000 ans, car mon échelle est graduée en années. Donc encore une fois, c'est une estimation, et l'idée c'est de savoir à peu près à combien est égal le temps de demi-vie. On peut donc dire ici que le temps de demi-vie est environ égal à 5000 ans, tout simplement. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de connaître le rapport du nombre d'atomes. En effet, on a le temps de demi-vie qui est exprimé ici, mais on veut l'âge de la roche et les seules informations qu'on a, c'est le nombre de noyaux radioactifs qu'on avait au départ et le nombre de noyaux radioactifs qu'on a aujourd'hui. On va donc faire le rapport entre les deux pour pouvoir comparer ce rapport au temps de demi-vie et en déduire l'âge de notre roche. On avait au départ 1 million d'atomes radioactifs, on en a aujourd'hui 125 000, et ce rapport nous donne 8. Il n'y a aucun problème à ce que tu le fasses à la calculatrice si tu as un doute le jour du contrôle. Il vaut mieux faire le calcul à la calculette et être sûr de soi, plutôt que de se planter sur une question comme ça. On a donc un rapport de 8. Donc on sait que entre la création de la roche et aujourd'hui, le nombre d'atomes radioactifs a été divisé par 8. Et je pense que tu commences à comprendre le lien avec le temps de demi-vie. On sait que une demi-vie divise le nombre d'atomes radioactifs par 2. Ici, on est divisé par 8. On a donc 4 temps de demi-vie. Si tu as un petit doute, il s'agit en fait tout simplement d'une règle de 3, d'un produit en croix. Une durée de demi-vie crée une division par 2 du nombre de noyaux radioactifs. Ici, on a une division par 8. On a donc 4 temps de demi-vie. Or, on sait d'après la première étape que le temps de demi-vie est égal à environ 6000 ans. On peut donc directement conclure sur cet exercice. Encore une fois, il est très important dans les exercices d'écrire une phrase de conclusion la plus claire possible. On va ici résumer les différentes étapes qu'on a réalisées dans notre phrase de conclusion. On sait que la durée de demi-vie est égale à 6000 ans, première étape. Or, deuxième étape, on sait que 4 temps de demi-vie se sont écoulés depuis la création de la roche. On peut donc en déduire que la roche a 24 000 ans. Et voilà, on en a déduit
l'âge de la roche. J'espère que cet exercice est très clair pour toi, et si tu as un petit doute, n'hésite pas à le revoir une deuxième fois. Et voilà, on a fini les exercices corrigés, mais il y en a d'autres dans le livre de Nathan que je te laisse découvrir. Je t'ai mis un lien vers leur ouvrage dans la description. Dans la prochaine vidéo disponible sur novelclass.com, on parlera du deuxième chapitre d'enseignement scientifique sur les cristaux. Grâce aux vidéos interactives qu'on a créées sur novelclass.com, je corrigerai les exercices en fonction de tes réponses et je te laisse découvrir ça sur mon site. Je te donne donc tout de suite rendez-vous sur novelclass.com pour découvrir des dizaines de vidéos interactives sur le programme de première, de terminale, conformément à la réforme 2021 du bac. A tout de suite!